Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez abordé cette rentrée avec enthousiasme, avec dynamisme, avec plein de nouvelles envies, avec pourquoi pas de nouveaux projets, de nouvelles compréhensions. Mon souhait c'est toujours que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avancions, nous guérissions davantage, nous nous élevions, nous nous éveillions davantage, de message en message, de période en période, de lune en lune, pour le meilleur de nous et pour le meilleur de tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Gwenaëlle, je suis accompagnante spirituelle, énergéticienne et médium, et je propose des messages, de la guidance et des décryptages des énergies depuis 2016 sur YouTube et sur différents podcasts. Alors, comme d'habitude, on va faire le point sur les énergies que nous venons de traverser, puisque moi je vous ai passé des messages, et c'était début août, c'était avant le portail, et c'est vrai que je vous avais indiqué que je ne voyais pas forcément très bien ce qu'il allait advenir, en tout cas pas forcément en termes d'événementiel, ça ne m'intéresse pas, c'est le monde des hommes, et on est parfois très loin de l'énergétique en soi. Mais il y avait quand même des interrogations sur l'interprétation à donner des messages. Ce qui était certain, c'est qu'on allait avoir une bascule au niveau énergétique et qu'on allait passer d'une étape énergétique qui dure depuis un certain temps, qui était assez lourde, assez dense, qui nous a vraiment fait travailler en profondeur sur nos parcours, notre histoire, notre psychologie, nos blessures de l'âme, nos blessures karmiques également, le transgénérationnel, etc. Et que pour certains, certains étaient relativement dans une forme d'immobilité, à ne plus vraiment savoir où aller, où se diriger, ou alors étaient complètement à l'arrêt dans des projets qui étaient pourtant bien définis et tout semblait être sur les rails et tout semblait devoir avancer, mais cependant ça n'avançait pas complètement. Et on sentait qu'on était un petit peu comme des mouettes un peu mazoutées, vous voyez, avec ce côté un peu gluant. Pour certains, pas pour tous, parce que d'autres ont continué d'avancer. Et ont connu des démarrages même précoces, un peu plus tôt que les autres. Tout dépend toujours de là où nous en sommes et de l'ampleur des projets que nous souhaitons mettre en place. Donc ce portail du lion est arrivé avec le feu, avec les énergies de Sekhmet, et on nous avait indiqué que c'était une période très propice à recevoir le Christ en soi, et je vous avais décrypté ce que ça signifiait, recevoir le Christ. Qu'est-ce que c'était que Christ ? Eh bien, Christ, ça veut dire celui qui est oint, c'est-à-dire celui qui a reçu une bénédiction, qui a reçu l'huile sacrée, c'est-à-dire celui qui, alors oint, pas par la main de l'homme, hein, mais oint par la main du divin, hein, c'est-à-dire que c'est comme si on recevait une flamme et qu'il fallait accepter de recevoir cette flamme à l'intérieur de soi. Donc en effet, l'énergie a considérablement basculé, elle s'est énormément allégée, et je parle ici au niveau individuel, hein, je ne parle pas au niveau des collectifs, ni au niveau gouvernemental, ni au niveau économique ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le sujet du tout là dans ce que je suis en train de vous expliquer. Je parle vraiment de la subtilité de ce qui nous entoure et de la façon également dont nous pouvons vivre et ressentir les choses. Ce qui me permet de parler pour un collectif, c'est que j'ai bien cette conscience que les gens qui regardent ces vidéos, qui écoutent mes podcasts, sont des personnes qui ont ce point commun d'être reliées, peut-être par une forme d'égrégore. En tout cas, ce sont pour beaucoup d'entre vous des chercheurs de lumière, beaucoup d'entre vous des thérapeutes, des énergéticiens, énergéticiennes, etc. Et vous avez tous en commun de partager cette même quête et quelque part un chemin commun.
Et donc, eh bien, c'est assez surprenant pour moi, mais il y a souvent énormément de résonance dans les témoignages des uns et des autres, qui parfois même qui ne se connaissent pas, mais les témoignages se rencontrent et sont très très similaires sur la façon dont ils vivent les choses. Bien, on parle de famille d'âme, mais c'est potentiellement que toute cette communauté représente une famille d'âmes. Alors, vous ne faites pas forcément partie de la même famille d'âmes suivant les classifications que l'on connaît, mais ici, on va parler plus peut-être d'une famille de cœur, et on n'a pas besoin de forcément connaître tous les membres de cette famille pour savoir qu'ils font partie de cette même famille. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, on a bien senti en effet que l'énergie s'allégeait, qu'elle avait basculé d'une certaine manière. Et moi, j'ai trouvé cette période estivale pas du tout reposante, plutôt hyperactive, avec énormément de mouvements, énormément de passages, de plein de choses, de plein de personnes, de plein d'informations. Donc, en fait, pour une fois, je dirais, pour une fois, on était véritablement dans des énergies naturelles inhérentes à la période. Alors évidemment, de là où je vous parle, moi je suis en Bretagne. Donc je vous parle de la Bretagne, c'est-à-dire d'une zone où nous avons bien 4 saisons. Hein. Je ne sais pas si c'est valable pour toutes les personnes qui vivent partout ailleurs, sur les tropiques par exemple, ou voilà. Mais en tout cas pour nous, on a bien ressenti cette adéquation entre la saison estivale, qui est une saison d'énergie, avec l'hyperactivité qui s'est manifestée au niveau collectif, au niveau de l'énergie environnante. J'ai observé au cours de cette période qu'il y avait énormément de nouveaux élans, des nouvelles idées, des nouvelles envies qui émergeaient, des un petit peu eureka, comme si hop, la lumière s'allumait au dernier étage. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont débloquées. Alors pas toujours de la façon dont on avait estimé ou souhaité que ça se débloque. J'ai vu pas mal de gens qui se préparaient à des événements, qui se préparaient par exemple à des sorties d'entreprise ou des sorties de situations particulières, ou des commencements, des débuts professionnels, ou des mises en œuvre d'activités, ou plein de choses, qui avaient planifié un petit peu comment ça pourrait se passer, comment je pourrais préparer les choses, prendre mon temps, y aller en douceur, voilà. Et puis hop, il y a eu un coup de rafle, et quelque part l'univers est venu remettre les pendules à l'heure en disant bah en fait non, là on n'a plus le temps de préparer, c'est bon, ça fait 3 ans, 4 ans que tu prépares, maintenant, paf, je te pousse dans le grand bain. Et donc, y a eu voilà, des séparations de couple, beaucoup, mais qui étaient parfois souhaitables pour l'un et pour l'autre, des ruptures de contrats de toutes sortes, et puis de magnifiques surprises, de beaux événements, des bébés surprises, enfin voilà, ça a été, moi ça fait 3 semaines que je reçois des appels, que je reçois des emails de gens que j'accompagne depuis un certain temps, et puis qui m'annoncent des choses, et moi j'ai toujours ce petit sourire de me dire, bah oui en fait je vous l'avais dit, je vous avais annoncé qu'il allait y avoir un redressement en fait, et quelque part comme si on allait nous inviter à réémerger un petit peu, à sortir la tête de l'eau pour avancer. Donc pas mal d'événements surprenants dans la forme, pas forcément sur le fond. Dans le subtil et dans le subtil collectif, là cette fois, et là pour le coup, c'est un petit peu ce que l'on traverse, la couche que l'on traverse en médiumnité quand on veut aller chercher l'information. Il y a toute une couche éthérique, avant d'aller capter l'information qu'on doit traverser, qui est devenue ces derniers temps un peu plus longue à traverser, un peu plus complexe. Il y a même certains jours où on se dit qu'on ne va pas y aller si on n'est pas solidement enraciné, ancré. Dans cette couche, en fait, sont enregistrés, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'éther, c'est-à-dire tout l'air,
autour de nous sont enregistrées énormément de pensées. C'est là que sont présents pour beaucoup d'égrégores à basse fréquence. C'est un petit peu quand on utilise ces sens subtils pour aller chercher de l'information, c'est un peu comme si on avait nos antennes constamment là-dedans, hein. C'est dans cet espace-là aussi que se trouvent énormément de registres du plan akashique, hein, des annales akashiques. Eh bien, moi j'ai constaté que c'était très sombre, très très remué. On a un air qui est très très remué. Il y a eu beaucoup d'effondrements. C'est un petit peu comme si des cathédrales de concepts, d'institutions, donc je parle d'institutions mentales, d'institutions de croyances, s'étaient totalement effondrées ou étaient vraiment très 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 ébranlées. C'est-à-dire qu'on a ressenti un frémissement au niveau des croyances globales, les croyances partagées par tous, partagées par de très grands nombres de gens. Ces croyances, elles sont des héritages de l'éducation, mais elles sont aussi constamment alimentées par les actualités, par ce que tout le monde raconte, parce que beaucoup de gens pensent, hein, et c'est souvent d'ailleurs très 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 manipulé par les médias, par les gens qui nous entourent. Et là, en fait, on a senti qu'il y avait quelque chose qui s'effondrait, comme si on cherchait vraiment à nous faire remplacer des croyances par d'autres. Il y a eu un effondrement pour beaucoup de gens de la joie, de l'enthousiasme, hein. C'est toujours la même chose, on a sans cesse cette sensation qu'on essaye de nous éteindre, nos petites flammes intérieures. Et dans le même courant, eh bien, d'autres courants de pensée plus lumineux, ceux-là, en tout cas suivant mes propres critères, ont commencé à dresser les murs, les frondaisons de leur propre cathédrale. Donc on voit qu'il y a énormément de mouvements, et c'est très très difficile de décrypter tout ce qui nous entoure si on n'a pas un socle très solide de fondement, de connexion, d'ancrage. Donc il y a eu des renforcements égrégoriques plutôt négatifs, plutôt à basse fréquence, de peur, de négativité, de colère aussi. On a senti qu'il y avait beaucoup de ressentiment qui émergeait. Alors c'est pas encore forcément très visible dans la matière, c'est-à-dire que c'est pas encore oralisé, mais on sent que ça monte. Je sais pas si vous avez ressenti, vous savez, pendant la nuit, en fait, parfois nous perdons notre ancrage parce que en fait, la nuit, comme nous sommes au repos total du corps, eh bien, ça laisse complètement libre cours à nos corps subtils d'aller se promener s'ils le souhaitent, mais aussi à nos sens et à notre esprit de connecter plein d'autres choses. Et je ne sais pas si vous avez constaté que certains matins, vous vous réveillez avec des sentiments négatifs en vous qui ne sont pas à vous, sans forcément faire le lien avec un rêve que vous venez de faire ou une situation que vous avez vécue la veille, par exemple, ou dans les jours précédents. Par exemple, on peut se réveiller le matin avec un sentiment un peu de colère, mais c'est complètement décorrélé de ce que vous êtes en train de vivre. Simplement parce que dans le subtil, la colère, elle prend forme. Moi, j'avais envie d'employer ce mot avec vous, qui était le mot de golem. C'est comme si on avait des golems, c'est-à-dire des êtres inanimés, faits de terre, de glaise, et que l'on animait avec une intention, une énergie. J'aurais du mal à vous expliquer tout ce qui concerne le golem, et c'est pas l'objet ici. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une notion qui est comprise. C'est comme si il y avait on donnait des formes expressément à des émotions pour qu'elles aient encore plus d'influence sur l'ensemble des individus, comme un renforcement d'égrégore ou parfois même une création artificielle d'égrégore. Alors, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que honnêtement, j'ai pas du tout envie d'aller voir ce qu'il y a là-dedans, ça m'intéresse pas. Mais
c'est juste pour vous donner cette indication. Et ce qui est sûr, ce qui en est sorti, c'est qu'il y a une nouvelle phase là qui est enclenchée dans cette espèce d'agenda pseudo-ésotérique, qui n'est pas le nôtre, mais voilà, parmi ce qu'on essaye de faire endurer à l'humanité. C'est encore plus de limitation de liberté, encore plus de limitation de prise de parole. Et c'est pour moi la fin, ça marque la fin du concept de la démocratie naïve. Et la démocratie, c'est un concept qui vient des Grecs. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, mais en tout cas, c'est ce qui existe. Et qui consiste, ça dit, le pouvoir par le peuple. Et c'est ce qui donne tout ce système d'électorat. Et aujourd'hui, en fait, on sent qu'on nous retire, il y a de plus en plus de décisions. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas beaucoup l'actualité, mais on a quand même eu ici, en France, énormément de coups de canif dans le contrat de la démocratie, à coup de 49.3, par exemple, et puis plus récemment, la mise au gouvernement de personnalités pour lesquelles les Français n'avaient clairement pas voté, finalement. Donc on est sur des décisions unilatérales. Mais je vous parle de ici en France parce que j'en entends parler. Je ne sais absolument pas ce qui se passe ailleurs, mais pour moi, cette notion de mise à mal de la démocratie n'est pas qu'un problème français. C'est d'une façon globale, c'est l'objectif qui est visé pour artificialiser au maximum l'humain. C'est-à-dire que si on le prive de parole, de liberté, de moyens d'expression, voilà, quelque part, on éteint une flamme en lui. Et tout ça, ça se fait au profit d'un système qui va être un système d'abord plus commerçant d'un côté, la mondialisation commerciale, la mondialisation du commerce, et puis de l'autre, au bénéfice de l'intelligence artificielle, de la technologie, de l'informatique. Méfions-nous de cela. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a une vraie volonté, et une volonté qui est partagée par pas mal d'individus qui ont des intérêts personnels. Et aujourd'hui, ça se lit très 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 clairement dans cette couche éthérique où on s'aperçoit que ça vient amener des remous, des vagues et quelque chose d'assez trouble au final. Donc, voilà. Dans cette couche, on a, dans cette privation de liberté, il y a quelque chose de très particulier. C'est comme si on cherchait à inoculer un vaccin contre un virus spécifique qui s'appelle la rébellion. Et donc, on a une volonté d'inhiber toute tentative de rébellion, c'est-à-dire d'expression du non, d'expression du refus, d'expression de la limite, d'expression du territoire. Et on sent bien que même s'il y a des tentatives, elles sont très très vite étouffées. Mais elles ne sont pas étouffées à coup de... bien sûr qu'on le voit dans la forme, c'est-à-dire qu'on s'est bien aperçu au cours des récentes manifestations de ces 3-4 dernières années à quel point les forces de l'ordre avaient été mobilisées pour empêcher, à quel point tout avait été mis en place pour dissuader. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux qui est présent, c'est-à-dire que cette inhibition, comme je vous disais, c'est comme un vaccin, c'est-à-dire c'est comme si on l'inoculait dans l'énergie de façon à ce que la rébellion n'ait même pas de moyens de trouver un chemin jusqu'aux individus, jusqu'à la terre des individus, c'est-à-dire leur capacité d'action. Ce qui est extrêmement grave quand même si je ne suis pas pour les rébellions d'une façon générale, parce que c'est l'expression d'une colère et que je trouve qu'il y a des moyens meilleurs parfois, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, parfois il n'y a pas d'autres moyens de se faire entendre. C'est comme ça. Et donc voilà, tout est fait pour inhiber ça et en
en instituant de la peur. Et on sème de la peur. Et ici, on n'est pas dans la peur de si tu fais ça, il va t'arriver ça. C'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que ça vient travailler strictement sur toute forme de peur. Et on sait bien que la peur, elle est dans le premier chakra, le chakra de la terre. On est dans le chakra de la stabilité, on est dans le chakra de la sécurité. Pour être en rébellion, il faut avoir une sécurité intérieure. Si on ne se sent plus en sécurité dans nos fondements intimes, c'est quand même très très compliqué de trouver l'énergie pour aller manifester par exemple, ou pour aller exprimer un désaccord. En fait, si on observe les gens tout autour de nous, on s'aperçoit que cette énergie, en fait, elle n'est même plus, elle ne parvient même plus à la conscience, elle ne monte plus. C'est-à-dire qu'on voit tout un tas de gens. Moi, j'étais sur un salon agricole pas plus tard qu'hier, et je voulais montrer quelque chose à ma fille qui était présente à côté de moi, et je voulais lui montrer les concours sur les animaux. Et c'est quelque chose qui est horrible, c'est de la maltraitance pure. C'est-à-dire qu'on fait venir des animaux dans une arène, hein, c'est comme ça que c'est construit. C'est un concours de beauté, donc les animaux défilent, ils sont entourés de bruit. Enfin voilà, il y a tout un contexte qui est quand même juste complètement dingue, en fait. C'est à vous en dégoûter vraiment de tout ce système. Et j'observais tous les gens, en fait. L'arène était remplie de tas de gens, de milieux sociaux différents, d'âges très très divers. Et alors, je me suis fait la réflexion de me dire, c'est fou, on a l'impression que tous ces gens sont éteints. C'est-à-dire qu'ils observent, il n'y a même pas d'étincelle d'intérêt dans le regard, il n'y a pas de sourire, il n'y a que des masques figés, il n'y a même pas du tout la conscience. Il y a une personne à qui j'ai dit, mais c'est totalement de la maltraitance, et elle m'a regardée avec un air beaucoup moins intelligent que les bovins qui étaient en train de défiler, qui eux manifestaient des ressentis, des émotions, de la crainte, beaucoup, hein, voilà. Et je dis, mais c'est dingue, qu'est-ce qu'on a fait aux humains, en fait, pour les rendre à ce point inanimés. Et quand je dis inanimé, c'est le terme exact, parce que l'anima, hein, l'âme, ce qui nous anime, c'est ce qui descend de l'âme. Et quand on est inanimé, c'est qu'on n'a plus d'énergie qui nous anime, et qui anime même notre intellect. Évidemment, je ne me pose pas la question, hein, c'est une rhétorique, nous savons tous très très bien ce qui cause tout ça, et ce qui a causé ça au cours des 4 dernières années, hein, tout ce qui a été fait. Mais voilà, les résultats sont là, et ils sont de plus en plus visibles, et en fait, on a l'impression que ça n'a pas suffi. Tout ça, toute cette violence sur l'humanité, ça n'a pas suffi, il faut continuer. Alors, mes petites étoiles, mes petits anges, s'il vous plaît, prenez grand soin de votre flamme intérieure. C'est essentiel. Et puis, si vous avez des enfants autour de vous, si vous avez des enfants dans votre famille, si vous vous occupez d'enfants, je crois que c'est de notre devoir à tous de faire en sorte qu'ils préservent eux aussi leur flamme, qu'ils restent des humains conscients, animés également. On sent que toute cette énergie-là, elle est présente autour de nous, et que parfois, comme elle est tout autour de nous, elle essaye de s'immiscer dans notre cadre, et on peut ressentir des émotions qui ne sont pas les nôtres, on peut ressentir des peurs qui sont presque sans fondement. Et donc, vous allez me dire, mais comment on fait ? Comment on fait, et notamment quand on est un empathe, hein, ça c'est la grande difficulté. Comment fait-on lorsqu'on est un empathe ? Alors bienvenue au club. Avec les années, j'ai appris à ne plus me laisser envahir systématiquement par tout ce qui m'entourait. J'ai besoin d'être vigilante encore dans certains contextes. Mais là, pour ce qui nous concerne là, et je crois que c'est la réponse strictement à toutes les périodes concernant la difficulté d'être un empathe et d'être ce qu'on appelle une éponge à émotion, mais
Il n'y a pas que l'empathie émotionnelle, on a aussi l'empathie mentale également. La solution, c'est de se relier à la Terre, se relier aux profondeurs de la Terre. Et plutôt que d'aller chercher de l'information par nos antennes et d'essayer de traverser cette couche éthérique, utilisons les antennes que nous avons dans nos racines, parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Donc si l'information elle est présente dans le divin, ou dans les couches beaucoup plus subtiles, les couches plus subtiles, elles ne sont pas que en hauteur, elles ne sont pas que dans ce qui nous environne dans l'air, elles sont également dans la terre, au niveau de nos racines. Ça, c'est la première chose, se connecter, s'ancrer à la terre. Il y a plein de techniques pour le faire, il y a plein de méditations qui existent, il y a les méditations de l'arbre, il y a des pratiques comme le Qigong, le Tai Chi qui permettent de le faire, il y a des gens qui vont avoir envie de jouer du tambour. Moi, ce qui manque de façon directe et radicale, c'est quand je vais chanter. En plus, je chante dans un groupe de rock, donc je tape énormément du pied sur le sol, donc voilà. Voilà, il y a plein de choses qui nous ancrent. Pour certains, ça va être d'aller travailler la terre ou d'aller faire de la poterie ou peu importe, occuper ses mains, bricoler. Hein. Donc, voilà. Chacun sa méthode. Donc l'enracinement et le lien à la terre, c'est-à-dire le divin mère. Hein, le divin mère, Dieu mère, la terre. La Terre, c'est notre planète physique, mais c'est également une divinité, c'est-à-dire une présence, une intelligence énergétique très très puissante qui a la même résonance que le divin Père. En fait, les deux sont sont deux aspects du même divin en réalité. La deuxième solution, c'est vraiment de se reconnecter au réel. Qu'est-ce qui est réel et concret? C'est-à-dire, c'est quoi le réel? Qu'est-ce que c'est que ça? Le réel, c'est ce qui est tangible, c'est ce qui est concret. C'est dans un projet ce qui est réalisable et de préférence à court terme. C'est ce qui est palpable. C'est tout ce que l'on peut ressentir avec nos 5 sens. C'est tout ce qui est dans l'instant présent. Hein? Un exemple tout bête. Hein. Je suis envahie par une peur qui est que je vais manquer d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui expliquent que les Français sont de plus en plus pauvres, que la vie est de plus en plus chère, qu'on se met sur le dos des plus pauvres et qu'on leur sucre leurs allocations, etc. Il y a des faits, hein, il y a des faits réels là-dedans. Bon, mais je suis envahie constamment d'informations dans ce sens. Est-ce que je suis concernée ou pas? Peut-être un petit peu. Mais pour ce qui me concerne ici, maintenant, aujourd'hui, est-ce que j'ai un toit au-dessus de ma tête? Est-ce que j'ai de quoi manger aujourd'hui? Est-ce que je suis habillée? Si la réponse est oui, alors j'ai pas besoin d'avoir peur là de façon immédiate. Par contre, je mets de côté cette émotion négative, mais par contre je vais y placer quelque chose de plus froid qui va être une réflexion sur le concret. Je vais faire mes comptes, je vais voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce que je peux réduire quelque chose? Est-ce que je peux augmenter mes gains d'argent? Est-ce que je peux me mettre à l'abri? Voilà. Si j'ai répondu non à une de ces 3 questions, alors en effet, la situation, elle est inquiétante. J'ai raison d'avoir peur, mais encore une fois, je vais mettre mon émotion de côté de façon à pouvoir trouver dans ma tête des solutions, soit en trouvant des relations, en puisant dans mes relations de l'aide, soit en trouvant des solutions concrètes pour pallier à ce manque. Mais voyez, il faut bien distinguer la peur qui est, ou l'inquiétude, on va plutôt parler de l'inquiétude, qui est totalement connectée au réel de ce que l'on est en train de vivre dans une période globale ou à un instant très précis, de cette inquiétude qui finalement est alimentée par les pensées, les paroles, les informations qui proviennent de l'extérieur et qui parfois sont très 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 loin
de ce que l'on peut être en train d'expérimenter là à l'instant présent. Donc se reconnecter au réel. La Terre, aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, jour où je vous transmets ce message, et donc pour cette période que nous traversons, la Terre appelle tous ses enfants à se reconnecter à elle, dans le sens où elle demande aux humains et à ceux qui en sont conscients de revenir à quelque chose qui est matriciel et qui est simple et qui est familier et qui est doux. Se reconnecter à la terre, et bien c'est se reconnecter à la matière, c'est-à-dire à son corps, à son concret, à son palpable, et d'empêcher quelque part le mental de s'emparer de tas de choses, d'être phagocyté également par des tas d'informations extérieures, et de ne pas non plus alimenter des croyances trop perchées, des concepts ésotériques qui sont parfois réels, mais que nous ne sommes pas en capacité de véritablement cerner, ou qui parfois sont complètement farfelus, et il y en a beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais de revenir vraiment au plus simple, et d'y revenir également dans nos activités, tout simplement. Ici, en période de septembre, on est dans la lignée des énergies du mois d'août. On va avoir besoin de la terre. On est dans un élan de renaissance. Il y a un regain d'énergie. Mais cette énergie, parfois, elle manque de direction. On ne sait pas trop à quoi la consacrer. Et puis, surtout, eh bien, on est dans des énergies de feu. Alors, l'énergie du feu, en plein été, c'est normal. L'énergie du feu, début septembre, c'est normal, hein, parce que on est encore sous les énergies du soleil. C'est la période, on est dans la période de feu. Le feu, c'est un feu qui nettoie. Alors vous allez dire encore des nettoyages. Et oui, on est encore dans les nettoyages parce qu'il faut se nettoyer constamment. Tant qu'on n'est pas totalement dans le rapport à la terre, on est obligé de se nettoyer constamment, de nettoyer constamment nos pensées, nos émotions, nos énergies d'une façon globale. Et presque on devrait se nettoyer c'est même pas presque, en fait, on devrait se nettoyer tous les jours. Il y a plein de façons de se nettoyer. On se nettoie déjà il y a l'hygiène, c'est pas pour rien. On se nettoie des microbes, on se nettoie de la poussière, mais une douche, l'eau, elle nettoie toute la sphère des émotions, elle nettoie toute la sphère des relations. Mais il y a plein de façons de se nettoyer. Vous avez les mises en mouvement du corps, les balayages énergétiques, ceux qui font du Reiki ou d'autres pratiques. Bien souvent, c'est ce qu'on vous enseigne dès le niveau 1. Hein. Comment est-ce que on vient opérer comme ça, hein, des coups de balayage pour se nettoyer. La méditation aussi, elle a cette vertu de se nettoyer, de se libérer. Ici, je ne parle pas d'aller voir un magnétiseur, un énergéticien tous les jours. On ne parle pas de ça, on parle du nettoyage quotidien. Donc ici, on est dans un feu qui nettoie. Et il vient nettoyer tout ce qui n'a plus de raison d'être présent. Alors ça, c'est quelque chose que l'on traverse strictement tous les ans, et même parfois plusieurs fois par an, la vie. Hein. La vie, elle vient mettre le feu sur ce qui a besoin d'être éliminé. Et souvent, ça y met le feu quand soi-même, on n'arrive pas à l'éliminer. C'est bien comme ça qu'on attrape des maladies inflammatoires. Hein. Toutes les maladies en HIT, on est dans l'inflammation, c'est-à-dire qu'il y a du feu qui arrive dans le corps parce qu'on n'arrive pas à éliminer une émotion, une situation, on n'arrive pas à faire circuler l'énergie. Donc voilà, donc c'est un feu qui nettoie.
Donc ici, le thème, c'est de pouvoir nous aider à dépasser les thématiques du passé. J'ai déjà dit à plein de reprises, mais pour ceux qui viennent seulement d'arriver ici et de me rencontrer, je vais le repréciser. En fait, l'incarnation, et en tout cas quand on cherche à s'éveiller et à s'élever, c'est comme si on passait des sas, des cercles de plus en plus étroits, comme pour aller ensuite, au final, passer par le chat d'une aiguille. Alors, avec un corps humain, c'est impossible, mais c'est vraiment une pensée. Et en fait, on ne peut pas voyager avec nos bagages. Là où on va, on ne peut pas voyager avec nos bagages. Quand vous prenez l'avion pour traverser la planète, vous ne pouvez pas emmener votre maison avec vous. C'est pas possible. Vous emmenez une valise. Et souvent, il est plus lourd de retour. Mais ça, c'est un autre débat. Et j'aime bien cet exemple parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on est dans une économie de l'économie, justement, hein, où on va chercher à rationaliser les consommations en carburant. Bon, en réalité, on est plutôt dans une économie de rentabilisation et de profit et d'augmentation des marges, etc. Et donc on voit bien au niveau des compagnies aériennes. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, on pouvait prendre l'avion avec des valises de 30 kg par personne. Une valise par personne de 30 kg. Puis maintenant, ce sont des valises de 20 kg. Puis maintenant, c'est 15 kg, 10 kg. Et il y a carrément des compagnies aériennes où, en fait, si vous voulez emmener une valise, vous pouvez pas. Ou, enfin, c'est pas vous pouvez pas, vous devez payer, en tout cas. Et c'est quand même toujours, voilà. Alors bon, c'est pénible, hein, c'est dur. C'est pas évident, hein, mesdames, quand on doit partir en vacances, de sélectionner seulement 5 t-shirts. On aimerait bien prendre les 25 ou les 30 qu'on a dans l'armoire parce que, au cas où, et au cas où, hein, et au cas où j'aurais envie de m'habiller comme ça. Bah oui, mais là on peut pas. Et en fait, notre trajet, notre parcours, c'est ça. C'est-à-dire que le divin, c'est un petit peu comme ces compagnies aériennes, mais de façon tellement plus vertueuse, qui nous dit, viens, si tu veux continuer à monter, hein, si tu veux monter cette échelle, il faut que tu lâches, il faut que tu lâches, il faut que tu laisses derrière toi. Bon, voilà, je ne sais pas si c'était très très compréhensible pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, dans ma tête, c'était très très clair. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir se connecter véritablement à soi-même et revenir au réel de ce que l'on est et de ce que l'on veut et d'aller défendre ses convictions. On va revenir après sur le réel de ce que l'on est. Alors comment on fait ça ? On fait ça en alignant sa parole sur sa pensée et ses actions sur sa parole, sans crainte de ce que les autres pensent. Sans crainte de ce que les autres pensent. Ce que les autres pensent, ils le pensent, et ça leur appartient. Si demain, vous vous dites, moi, j'ai envie chaque matin, qu'avant d'aller déjeuner avec mon conjoint, mes enfants, j'ai décidé que j'allais me nettoyer et que je vais faire un rituel sous la douche avec de l'eau, et que ensuite j'irai faire des mouvements, une salutation au soleil, ou je ne sais quoi, et que vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur de ce que votre conjoint va vous dire, ce qu'il va penser de vous. Mais en fait, je ne vais pas dire que votre conjoint s'en fout, on s'en fout pas. Mais si vous lui expliquez que vous faites ça parce que ça vous fait du bien, que vous trouvez que c'est bon pour vous, que dans cet ordre-là, c'est mieux, peut-être qu'il va juste valider en disant, si vous aime, hein, ok chérie, d'accord. Ou, et même s'il vous aime d'ailleurs, il peut tout à fait ne pas comprendre et se dire, oh là là, mon Dieu, ça y est, ma femme s'est fait marabouter, elle est en train de partir dans des délires,
qu'est-ce que c'est ridicule son truc. Ouais, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire et d'agir et de vous aligner suivant vos convictions. Je vais prendre un autre exemple dans un autre domaine, parce que c'est quelque chose que j'entends très très fréquemment. Dans le monde de l'entreprise, on est bien d'accord qu'une fois que l'on a terminé son travail, on a terminé son travail. Il y a beaucoup de gens qui ont des postes de cadre, donc ce n'est pas assorti d'une durée légale du travail, en tout cas, pas au niveau de la journée, c'est assorti en termes de journée. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais moi j'aimerais bien faire des activités, mais je peux pas parce que tous les soirs je termine à 19h. Je me dis, mais pourquoi vous terminez à 19h? Ben parce que en fait j'ose pas partir plus tôt, parce que quand je pars plus tôt, on me dit, ah ça y est, t'as pris un RTT. Ok. Ou alors j'ose pas partir plus tôt parce que personne n'ose partir plus tôt. Mais les autres, ils ont fini leur travail? Oui, souvent oui, ils ont fini leur travail. Et pourquoi ils partent pas plus tôt? Parce que personne le fait, ça se fait pas. Donc je le fais pas. Ok. Donc, parce que les autres le font pas, toi tu le fais pas, et donc tu vas pas aller à ton cours de danse ou tu vas pas t'autoriser à être chez toi à 1 heure plus tôt pour tes enfants ou pour préparer un repas ou pour te détendre. Non. Ok, mais si on essayait quand même de faire ce qu'on sait être bon pour nous, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on a terminé son boulot, c'est-à-dire les tâches que l'on a à faire à 15h et que commencer quelque chose à cette heure-là, ce ne sera pas efficace, qu'est-ce qui nous empêche de partir? Si c'est uniquement le regarder l'autre, je ne parle pas de la loi, je ne parle pas du code du travail, je ne parle pas du contrat de travail, hein, je parle vraiment des usages. Je sais que c'est bon pour moi, donc je vais le faire. Peut-être que mes collègues, au départ, elles vont papoter sur mon dos, en disant « Oh là là, dis donc, c'est de plus en plus souvent, elle en branle pas une, c'est vraiment une tire au flanc, blablabla. Blablabla. » En fait, ce qu'elle raconte à votre propos, ça ne vous concerne pas. C'est pas elles qui vivent votre vie. C'est pas elles qui vont ressentir ce bénéfice de quitter le boulot plus tôt pour vous offrir 1 heure de stretching, 1 heure de méditation, 1 heure de piscine, 1 heure de balade, 1 heure de rien. Voilà, à la fin de votre vie, c'est pas elles qui vont rendre des comptes sur ce que vous avez réussi à comprendre pour vous-même, à accomplir pour vous-même. Ce que les autres pensent et disent de vous, ça n'a strictement aucune importance. Aucune importance. Au regard de votre cheminement spirituel, au regard, sans parler de spiritualité, au regard de votre cheminement d'être humain, ça n'a aucune importance parce qu'aujourd'hui ce sont ceux-là, mais dans 2 ans vous aurez changé de boîte, ce seront d'autres usages, ce seront d'autres personnes. On s'en fiche en fait. Je ne dis pas que les gens ne sont pas importants, je dis juste que ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils disent de vous, ça n'a pas d'importance. Donc faites-le. Et puis, en fait, vous allez vous apercevoir qu'au début, ça va parler, et puis après, que vont faire les autres? Peut-être qu'ils vont commencer à vous imiter, et puis par trouver ça quand même drôlement sympa de faire ça, et de prendre soin de soi, et de prendre du temps pour soi. Et que finalement, d'un usage qui est complètement mort, c'est-à-dire figé, sans mouvement, on va passer à un usage qui va s'inscrire dans le règlement officieux, tacite, qui fait qu'on va avoir plus de liberté, plus de légèreté, donc peut-être plus d'efficacité aussi, peut-être aussi une meilleure ambiance. Voilà. Donc il faut défendre ses convictions. Il faut défendre ce qu'on a décidé pour soi-même. Sans craindre ce que les autres pensent. Alors vous allez me dire, quid des conséquences? Quand on marche sur sa terre, à soi, on est prêt à faire face aux conséquences. On est libéré de la vie des autres. Donc la vie, L''AVIS, mais aussi la, plus loin, vie des autres. Parce que c'est ça, la vie des autres, c'est la vie des autres. Ça n'est pas votre vie. Ça n'a rien à voir. Donc quand on marche sur sa terre, c'est-à-dire que on est
connecté au réel, on sait qui l'on est et on sait ce que l'on veut, pourquoi on le veut, on est prêt à faire face aux conséquences. Si demain votre patron arrive et vous dit bah, tu sais, j'ai remarqué que tu partais de plus en plus tôt. Bah oui, mais parce que j'ai terminé mon travail, c'est ce qui me permet d'aller faire des choses à l'extérieur et d'arriver le lendemain de façon plus efficace. Ah mais moi je m'en fiche, moi je veux que tu restes là parce que tu ne dois pas déranger les choses. Donc comme tu es un électron qui dérange, eh ben, on va se séparer de toi. Bah, moi, ok, je suis dans ma terre, je suis prête à ça. Il y a trop de gens qui aujourd'hui ne bougent plus dans les entreprises parce qu'ils sont englués par une pensée qui n'est pas la leur en plus, mais qu'on leur a martelé depuis l'enfance, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Puis vous comprenez, la conjoncture, c'est dur, et puis c'est de plus en plus dur. Ben ouais, ça fait depuis les années 70 qu'on entend ça. Et donc, passer ce message-là, c'est le meilleur moyen de vous priver de cette liberté de mouvement, et c'est le meilleur moyen de vous retrouver dans des situations esclaves, comme dans des goulags en fait. C'est travail, sois présent, donne-moi mon énergie, ne sois surtout pas libre, ne pense surtout pas, ne décide rien par toi-même et pour toi-même. Si vous êtes dans votre terre, de toute façon, vous allez vous apercevoir au fil du temps que, en effet, vous n'avez peut-être rien à faire dans ces situations-là, à ces postes-là, dans ces entreprises-là, et que ce sera donc un bon indicateur qu'il vous faut partir. Et donc, ça se fera, mais vous serez préparé à ça. Vous serez suffisamment fort et forte pour faire face à ça. Le danger, il est dangereux quand on n'est pas dans sa terre, quand on n'est pas enraciné, mais c'est beaucoup plus que cette simple notion d'ancrage et d'enracinement qu'on nous dit partout. Allez, vas-y, médite, respire, visualise des racines qui partent de tes pieds. On est un peu léger là quand même. S'il n'y avait que ça, c'est essentiel. Je ne vais pas dire le contraire, c'est essentiel, c'est la base de la base de la base de la base. Mais si on fait que ça, mais qu'on ne travaille pas tout le reste et qu'on ne construit pas sa terre à l'intérieur de soi, mais en fait on va rester en esclavage toute notre vie, avec cette illusion qu'on est libre, mais en fait on ne l'est pas. Bon. Grâce à tout ce qui est en train de se produire là, grâce au fait d'avoir ce feu qui vient nettoyer, grâce au fait d'avoir ce feu qui nous pousse, qui nous conduit à nous aligner dans nos actions, dans nos modes de vie, sur ce que nous pensons véritablement, et donc qui nous met en mouvement d'une certaine façon, ça va provoquer, d'une façon globale, pour beaucoup, une ouverture de l'intuition véritable, le déploiement de la vraie guidance intérieure, et ouvrir notre capacité à voir ce qui est caché, c'est-à-dire ce qui est derrière la lune. Et donc dans la capacité à voir ce qui est caché, ici je ne suis pas en train de parler des masques qui tombent, de toutes les histoires sordides de réseaux pédosatanistes ou je ne sais quoi, de manipulation gouvernementale, de transactions douteuses dans l'économie. Ça c'est la part sombre, cachée, qui est en train d'être mise en lumière. Moi ici, je suis en train de vous parler de la part de lumière qui est cachée derrière l'apparence. C'est-à-dire que nous allons avoir la possibilité d'ouvrir un champ de possibilités nouvelles. Alors, je vais faire un petit point, un petit aparté, et puis comme le mois dernier, je clôturerai sur les énergies de septembre, et je ferai une deuxième vidéo un petit peu plus tard pour les énergies du mois d'octobre, en lien avec les énergies de l'équinoxe.
Je vous parlais de revenir à la terre et revenir au réel. C'est essentiel de revenir au réel. Si on n'est pas dans le réel de qui on est, alors tout ce que nous construisons est artificiel et en tout cas ne nous appartient pas. Et donc nous pouvons le perdre. Le réel de qui on est, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut bien comprendre que déjà à votre naissance, vous n'êtes pas que dans le réel de ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'une âme choisit de descendre et de s'incarner. Elle arrive avec ses propres mémoires, ce que l'on appelle les karmas. Des karmas positifs, c'est-à-dire des charges karmiques, et puis des karmas plus difficiles, que l'on appelle des dettes. Et puis, bien sûr que pour arriver au monde en incarnation, elle passe par une matrice de chair, une matrice biologique, qui est notre mère. Et pour construire cet individu de chair, il y faut la semence du père aussi, qui porte, et l'ovule de la mère et la semence du père portent des cellules et donc des mémoires, donc ce qu'on appelle le transgénérationnel, les mémoires familiales. Dans ces mémoires familiales, il y a les potentiels, les dons, les talents, mais il y a aussi tout ce fourbi, un peu compliqué, parfois complètement secret, des karmas familiaux. Alors, il y a karmas familiaux, c'est pas que ça, c'est... J'aime pas ce mot karma, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Toutes ces problématiques du transgénérationnel, je vais plutôt l'employer comme ça, ce sera plus clair. Que l'on porte avec nous, et en fait, on ne le sait pas, mais on le porte, c'est dans nos cellules. Alors, plus ou moins, vous voyez, dans une même fratrie, tous les enfants ne portent pas le même héritage transgénérationnel. Parce qu'ils n'arrivent pas non plus avec le même programme aussi, et la même capacité. Mais bon voilà, donc un enfant, quand il naît, il a déjà passé 9 mois dans une matrice, dans l'eau de sa mère, donc il a hérité des émotions, il a hérité des cellules transgénérationnelles, il a également déjà été conditionné par un environnement sonore sensitif, émotionnel, hein. Et puis, à la naissance, il arrive dans un contexte géopolitique, c'est-à-dire un territoire, une culture, une famille. Et lui, il arrive avec tout nu, avec ses talents, avec ce qu'il est, avec son caractère inné. Et dans les gens, dès la naissance, en fait, on ne le sait pas à la naissance, parce qu'un nourrisson, quand même... pas très actif, hein. On ne peut pas dire qu'un nourrisson, c'est difficile de décrypter un caractère de nourrisson, si ce n'est qu'on en a qui pleurent plus que d'autres, qu'on en a qui sont peut-être déjà un peu plus vifs que d'autres, mais ça, c'est pas vraiment le caractère, c'est pas vraiment la caractéristique. Mais par exemple, il y a des gens qui sont venus avec une très très belle capacité innée à être en lien avec la matière, par exemple. Il y a des gens qui vont être, qui vont avoir des compétences relationnelles innées et à être dans la dynamisation de l'autre ou être dans l'encouragement de l'autre. Il y a des gens qui vont être naturellement dans la gentillesse, dans la bonté, dans la douceur, ou dans la compassion. Il y a des gens qui vont être dans la guérison. C'est comme ça, c'est ce qu'ils sont et depuis tout petit, ça s'opère. Je ne parle pas d'être guérisseur, poser les mains comme ci, comme ça, faire médecine, mais voilà, vous avez des gens, c'est comme ça. On appelle ça des vocations parfois, des enfants qui, très 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 petits, en fait, ils sont toujours en train de mettre des pansements à tout le monde, et puis ils vont vouloir soigner le petit oiseau qui est tombé. Et puis voilà, ils vont rêver de faire des piqûres, ils vont avoir une fascination pour le médecin. Et vous allez les retrouver, ils vont faire médecine. Ou ils vont devenir naturopathes. Ou voilà. On a ce truc qu'on appelle la vocation. Alors il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que leur vocation, parce que nous, en fait, on a une vision très restreinte de la vocation. La vocation, on l'a d'un point de vue professionnel, et il y a plein de gens qui se disent, en fait, moi, honnêtement, bosser, c'est pas mon truc. En fait, je n'ai pas d'envie particulière. Moi, tout ce dont je rêve, en fait, c'est simplement de pouvoir m'asseoir en dessous d'un pommier, et puis
regarder le soleil, écouter... Ouais, ok, mais peut-être que toi, ta vocation, c'est la douceur. Ou c'est la méditation. Voilà, et que tu vas pouvoir en faire quelque chose, que tu es venu rayonner quelque chose de particulier. Mais ça, en fait, souvent, ces aspects-là, ils vont être parfois ou gommés. On va tenter de les gommer parce que c'est pas ok, c'est pas valide. Par exemple, je prends l'exemple de la douceur parce que pour moi, il est tellement simple à comprendre. Et que vous allez avoir un petit garçon qui va être tellement doux, qui va jamais vouloir faire de mal à personne. Il va parler très doucement comme ça. Voilà, il va être plutôt rêveur, tout ça. Et puis, eh ben en fait, son père va lui dire, non mais hey, garçon, un mec, c'est comme ça se bat, ça parle fort, ça décide. Je suis dans le stéréotype, hein, on est d'accord, mais c'est pour vous expliquer. Et donc en fait, le gamin, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Eh ben, il va se construire comme ça. Il y aura toujours un conflit là, parce que lui, quand même, fondamentalement, c'est un être de douceur. Et du coup, on va le conditionner comme ça. Et puis du coup, on va l'envoyer faire de la boxe. Et puis après, on va l'envoyer faire des études de commerce. Et puis il va falloir, ou carrément aller faire l'armée. Et puis il va falloir que tu désingues les autres et tout. Et lui, il va le faire, parce qu'en fait, il est programmé comme ça. Et puis, à l'école, on l'aura aussi programmé pour être une bête de compète. Sauf que s'il revient fondamentalement à ce qu'il est, ben c'est un être de douceur, donc il n'a rien à faire ni dans le commerce, ni dans l'armée. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de commerce avec la douceur, mais on sait comment ça se passe aujourd'hui dans les entreprises. On vous demande d'être mordant, agressif. C'est pas ça sa vocation. Hein. Peut-être qu'il aurait été mieux dans un emploi où on l'embête pas trop, où il fait son boulot et puis il peut finir à 16h et puis aller cavaler avec les moutons, les dindons, regarder les nuages ou je sais pas quoi. Voyez ? C'est pareil, c'est toutes les croyances. Hein. C'est-à-dire que dès le départ, on vous explique que la vie c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on va vous inséminer quelque part des façons de penser, des croyances, des héritages culturels ou religieux également. Et puis pour vous, ça va être comme ça, c'est comme ça. La famille, c'est comme ça. Tu sais, tu dois être programmée, si tu es une fille, et bien en fait, il faut absolument qu'à 25 ans ou à 30 ans, tu aies procréé. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves un géniteur, c'est-à-dire qu'il faut que tu te maries. Moi, j'ai pas prévu de me marier, j'ai pas prévu d'avoir qu'un seul cavalier, parce que j'aime bien danser plusieurs danses. Et puis mes enfants, si j'ai envie de les faire à 40 ans, pourquoi je pourrais pas attendre? Voyez? Et c'est de vraiment revenir à soi et être en contact avec soi-même, c'est vraiment de voir ce qui nous appartient, c'est-à-dire quelles sont les qualités qui sont les nôtres dès le départ, qui sont présentes dès le départ, et pas celles qu'on nous a inculquées. Est-ce que je suis organisée? Et parce que j'ai toujours été organisée, c'est comme ça, parce que j'ai ce sens de l'organisation, ou est-ce que j'ai appris à être organisée, parce que si je ne l'étais pas, ça allait taper durement. Alors bon courage, hein, bon courage pour certaines choses, parce que là on parle de choses qui se sont installées parfois approximativement à l'âge de 2 ans, et donc se souvenir de ce que l'on est avant l'âge de 2 ans, c'est pas donné à tout le monde, on a des bribes mais on s'en souvient pas. Par contre, d'autres peuvent témoigner. Et puis on peut quand même retrouver la trace de tout ça en allant identifier ce qui, dans le présent, à l'âge que l'on a aujourd'hui, nous fait du bien. Vers quoi est-ce qu'on se dirige naturellement, même si on n'ose pas toujours le faire parce qu'il y a toujours cette peur du regard de l'autre, mais est-ce qu'on a envie, quand on voit un petit animal, de dire « Oh là là, j'ai trop envie de le prendre dans mes bras, il est trop kiki, j'ai envie de le sauver, j'ai envie... » Ou, peut-être on n'ose pas le faire parce que dans notre milieu, ça ne se fait pas. Ou est-ce que spontanément, dès que quelqu'un a un problème, on va aller tout de suite chercher à apporter des solutions et qu'on a toujours été comme ça. Vous voyez, est-ce qu'on aime faire rire les autres ou est-ce qu'on a appris à faire rire les autres? Ça, vous voyez, il y a plein de choses. Donc c'est de se souvenir vraiment de ce qu'on a, de ce qu'on était au départ et de voir ce qui nous fait du bien dans le quotidien. Quel type d'activité nous ressource complètement? Est-ce que c'est de parler
de parler avec les autres, de se confier ou d'écouter quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le contact avec les animaux? Est-ce que ça va être le fait de lire un bon bouquin? Est-ce que ça va être d'écrire aussi? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, d'aller taper sur un tambour, de chanter, d'aller faire du sport, d'être quelqu'un de dans l'action, de dynamique? Voilà, et puis une fois qu'on a bien identifié ça, ça nous donne un petit peu la couleur de ce que l'on est, et puis après, c'est d'aller questionner un petit peu tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qui nous appartient à nous? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense nous fondamentalement par rapport à un certain nombre de situations? Est-ce que c'est nous qui pensons ou est-ce que c'est l'influence? Tiens, on m'a toujours dit que c'était comme ça. On m'a toujours dit que deux femmes ensemble, c'était pas bien. Mais moi, fondamentalement, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je m'en fous. Oh bah ok, bah en fait, je m'en fous. Je veux dire, ça me dérange pas, ça me fait ni chaud ni froid. Ok, là, je suis vraiment dans ce que moi, j'ai vraiment commencé à écrire mon code pénal, mon code civil plutôt, je vais plutôt dire ça, ou ma constitution personnelle. Hein. Voilà, ça ce sont mes valeurs, mais ce sont mes valeurs, pas celles qu'on m'a nécessairement transmises. Si on m'a transmis des valeurs et que intérieurement je les valide, c'est ok. Si on m'a transmis des concepts et des croyances et que intérieurement en fait, ah ouais, finalement je suis vraiment en accord avec ça, c'est ok, je garde, je ne vais pas tout jeter. Mais l'idée, c'est de bien se connaître, de bien savoir comment on fonctionne et de se réapproprier notre pensée et de se réapproprier notre façon de voir le monde et d'entrer en interaction avec le monde. Exemple, hein, tout bête, il y a un usage en France qui est vraiment très particulier à la France, qui est que lorsque l'on se rencontre, on se serre la main ou on se fait la bise. Il y a des pays dans lesquels ça se fait pas du tout. On se serre la main une fois, et puis après, si on se voit tous les jours, c'est tout. Mais on se resserre la main une autre fois si on ne s'est pas vu pendant longtemps. Il y a des pays où on ne se touche pas, hein, juste on se salue, c'est comme ça. Mais en France, c'est comme ça. Il faut serrer la main ou faire la bise. Et il y a des entreprises où vraiment c'est le rituel. Moi, je me souviens avoir travaillé en bureau d'études. Je ne sais plus combien on était sur le site, mais en fait, il fallait que tous les matins, ça faisait partie de mes missions, il fallait que je passe à tous les étages et que j'aille saluer tous les salariés. Et comme j'étais une femme, eh bien tout le monde me faisait la bise. Je vais vous faire un aveu, je déteste faire la bise. Je fais la bise aux gens que j'aime. Je fais la bise aux gens qui me sont proches. Mais mon espace, c'est mon espace. Je déteste qu'on me touche, je déteste qu'on s'approche de moi à moins de 40 cm. C'est comme ça, je suis une sensible, c'est comme ça. Je ne veux pas mélanger mon eau avec l'eau des autres. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça a été violent? J'ai fini par inventer une pseudo-grippe très très contagieuse pour ne plus avoir à faire la bise, mais juste à serrer la main. Et là, je me dis, s'il y a un bénéfice au Covid, oh, je sais, on n'en parle plus du Covid normalement, mais quand même, on est quand même marqué par ça. S'il y a un bénéfice à la crise sanitaire du Covid, c'est celui-là, c'est qu'on n'est plus obligé de se justifier pour ne plus faire la bise ou ne plus serrer la main aux gens. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais donc moi j'ai commencé par mentir. Et puis à un moment donné j'ai dit mais le mensonge c'est pas mon truc, moi je suis un être de vérité. Trop parfois. Mais c'est comme ça. Et donc j'ai fini par expliquer aux gens, je dis bon ok je fais juste un salut comme ça parce que j'aime pas. Ça me convient pas. Et je me suis aperçue qu'en face il y avait des gens, il y a eu ce truc là. En fait, j'étais pas la seule. Mais il m'a fallu défendre ça, parce que ça, c'était ma façon. Ok, la société dit qu'il faut se saluer d'une certaine manière. Bah ouais, mais moi, je suis pas en phase. Donc ok, bah je suis pas en phase, donc moi, ma façon de saluer, elle va être différente. Voilà. C'est basico-basique, hein, dans le quotidien, mais il y a combien de choses qu'on fait, avec lesquelles on n'est pas... voilà, hein, mais qu'on fait quand même, parce que c'est comme ça qu'on fait, et puis qu'on n'a jamais questionné. Alors, je sais plus comment s'appelle ce monsieur qui donne des conférences, là. J'ai complètement oublié son nom. Et qui raconte, qui disait que dans une journée, nous avons plus de 90% de nos pensées qui sont strictement les mêmes pensées que la veille.
Ah, mince, ça m'énerve de ne pas remettre un nom sur un visage. C'est pas grave. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent parfaitement. Vous allez faire le lien et c'est pas le propos. Plus de 90% de nos pensées sont strictement les mêmes que la veille. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un certain nombre d'actions, pensées et même paroles qui sont strictement les mêmes depuis des dizaines d'années. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Et comme les gens disent ici, c'est comme ça qu'il faut qu'on fait. Mais ouais, mais si moi j'ai envie d'écrire une autre règle, j'ai le droit. En fait, en reproduisant constamment ces mêmes choses, ces mêmes gestes qui ne nous correspondent pas, eh bien on alimente quelque chose qui est mort à l'intérieur de nous, qui est figé, et on devient immobile. Et quand on devient immobile, alors on n'est plus animé, alors on n'est plus en contact avec son âme. Alors on n'est plus en contact non plus avec son corps, parce que quand on est en contact, voilà, quand on est animé, on est aussi dans le ressenti. Si je ne suis pas en contact véritablement avec mon ressenti à moi, qui est basé sur mes lois, qui est basé sur ce que je suis, alors mes ressentis ne vont pas être personnels. Ça va être des ressentis partagés ou imposés parfois, ou fantasmés même. Et ça signifie également que même la guidance intérieure, en fait, la guidance intérieure, elle est toute comme ça. Alors je te guide, mais je te guide que dans les bornes. Puis les bornes, elles sont pas très très larges. Hein. Donc voilà, vous imaginez vos guides s'ils devaient être comme ça tout le temps. Élargissez, hein. Élargissez. Élargissez en devenant uniquement et simplement ce que vous êtes à l'origine. Revenez à l'origine, la matrice originelle de ce que vous êtes. Je vous dis ça comme si c'était quelque chose de très simple. Oui, c'est simple. C'est pas pour autant que vous allez le faire juste en le décidant là-haut. Il va vraiment falloir se poser et puis prendre conscience, identifier, observer. Tiens, je fais cette chose-là. Pourquoi je fais cette chose-là? Est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que c'est moi qui en ai envie ou pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que c'est vraiment à moi? Voilà. On va parler par exemple des désirs aussi. Les désirs, est-ce que ce sont nos désirs à nous? Ou est-ce que ce sont des désirs qu'on est venu nous inoculer aussi? Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et j'espère bien qu'un jour vous viendrez me voir pour que je vous parle de ça pendant des heures et des heures, et mais comme on sera en face à face, on pourra faire des pratiques. Mais là pour aujourd'hui, ça suffit. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'engage à vous tourner une autre vidéo très vite pour vous présenter les perspectives au moment de l'équinoxe et au moment de la prochaine nouvelle lune. On est vraiment sur de la lecture énergétique pure et simple et de voir les messages qui y sont associés. Et puis voilà, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très vite. Gros bisous les petits cœurs.